C'est reparti pour la première interview croisée de ce mois du retail par One to One, un format que vous retrouverez chaque semaine. Et cette semaine, on va parler tech et durabilité, les nouveaux piliers de la logistique, nous dit-on. Pour ce faire, je suis entourée de Thierry Lernon. Bonjour. Bonjour Charlotte. Vous êtes directeur général marketing et expérience client data e-commerce de But. Et James Rebourg, bonjour. Bonjour Charlotte. Vous êtes directeur du développement, de l'innovation et de la performance de Cdiscount. Alors avant de commencer, peut-être que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur vous. Un point commun peut-être, c'est que je crois que ça fait 5 ans que vous êtes dans ces sociétés respectives, ce qui correspond pour chacun à un record personnel, c'est exact ? C'est une anecdote tout à fait vraie. Thierry, vous aviez la bougeotte un peu avant, mais vous êtes un grand fidèle en tout cas de e-commerce et de digital. Oui, ça fait, j'en fais depuis 2000 dans pas mal d'endroits et pas mal de contextes. Et là, depuis 5-6 ans chez But, où il se passe plein de choses. C'est un vrai animal omnicanal. Ouais. Et donc oui, il y a de quoi y prendre du plaisir et y rester encore un bon bout de temps. Ok. James, vous venez plutôt de la private equity. Vous avez une deuxième vie avant celle-ci, ou une première avant celle-là plutôt. Et j'ai effectivement rejoint Cdiscount il y a 5 ans, ouais. Dans l'univers de la supply depuis quelques années. Et dans cet univers de la supply qui est un mélange entre la tech et la durabilité, et on va y revenir avec des enjeux RSE très très forts qui parlent à tous les collaborateurs et aux consommateurs. Mais on peut commencer tout de suite d'ailleurs, tech et durability dans une seule et même phrase. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'antinomie au départ, Thierry ? C'est toujours quelque chose de pas forcément naturel à concilier, oui. La prise en compte des impacts de durabilité ou des impacts environnementaux. Et justement, c'est tout l'enjeu de ce qui est en train de se passer, c'est d'intégrer ces dimensions-là dans le maximum de choses. Alors, on peut le faire dans un objectif de com et de façon assez superficielle, mais on peut essayer de le faire de façon beaucoup plus profonde. Mais la première étape, c'est de s'en occuper, d'en avoir conscience et d'intégrer ces dimensions-là dans toutes les réflexions. Et sans doute de mesurer aussi. Un vrai quand on commence à mesurer les choses, on peut commencer à agir dessus. Donc non, c'est pas forcément naturel, c'est pas forcément évident, c'est nouveau, mais je pense que c'est faisable. Oui. À quel point est-ce que justement cette couleur RSE guide aujourd'hui les investissements que vous pouvez porter? Alors par exemple, je regarde James, je ne sais pas, dans votre incubateur de start-up, à quel point est-ce que c'est le maître mot aujourd'hui? En fait, on mène une politique d'open innovation depuis quelques années. Et cette politique d'open innovation a pour but de répondre à des besoins clairs et surtout pas d'innover pour innover. Et quand on parle de répondre à des besoins clairs, on a défini des grandes priorités stratégiques, parmi lesquelles il y a 4 grandes priorités stratégiques, et l'une des plus fondamentales est celle de déployer une démarche responsable d'un point de vue sociétal et environnemental. Parmi les autres, il y a les enjeux d'améliorer les conditions de travail des opérateurs, d'apporter une expérience client enrichie à nos consommateurs et d'améliorer la performance de notre supply au sens large. Mais l'enjeu de la RSE est vraiment prioritaire et primordial. Et effectivement, vous le citiez, on a un accélérateur de start-up. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décomposé en fonction de la maturité des solutions qui nous sont proposées au sein de l'écosystème qu'on a construit au fur et à mesure des années, des solutions qui visent à tester des solutions très rapidement, ce qu'on a appelé la POC Factory, et par exemple un accélérateur de start-up qui a vocation à co-designer des solutions avec des start-up. Dans tous les cas, et j'imagine qu'on va y revenir au cours de notre échange, mais on a réussi à trouver des solutions et qui mènent à des véritables actions concrètes au service de la planète. Quand on n'a pas d'incubateur de start-up pour mener cette politique d'innovation à bien, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que vous faites, Thierry, chez But? C'est assez, on en a parlé longuement auparavant avec James, c'est assez marrant parce que c'est à peu près la même démarche, mais de façon beaucoup moins structurée, de façon beaucoup plus naturelle. Ça revient à bien connaître l'écosystème de partenaires potentiels, qui est très riche. Et donc, c'est être capable de détecter, de suivre des startups. Alors, c'est Monaco, one-to-one, c'est des contacts, beaucoup de contacts ou d'échanges entre pairs. Et c'est nourrir, irriguer toute cette connaissance des startups qui
apparaissent en permanence de façon à pouvoir avoir un bon vivier de partenaires potentiels. Les technos changent, les contextes changent. Les partenaires qui sont bons pendant une période, parfois grossissent, perdent un peu leur âme. Et donc c'est essentiel dans notre type de boulot que de connaître les bons partenaires, puisque ça revient en partie ce qu'on fait. Enfin, moi je considère que mon métier c'est en bonne partie assembler des solutions techniques qui sont dans un contexte assez fluide pour arriver à un résultat adapté à un moment donné. Et donc on rencontre beaucoup de gens et souvent on fait affaire 4, 5, 6 ans après le début des premiers contacts. Ouais. On aime bien les petits partenaires. C'est ce que j'ai cru comprendre. Quand ils grossissent, ils perdent de leur âme. Ça arrive souvent. C'est vrai. Vous partagez ce point de vue, James ? Disons que je vais illustrer ça avec le trophée David avec Goliath qu'on a eu la chance de recevoir en 2018, qui est la meilleure alliance de 2018, hein, il y a des trophées tous les ans évidemment, entre une start-up et un grand groupe. Et le problème des grands groupes, c'est qu'on a tendance à perdre notre âme de start-up. Et c'est pareil pour les partenaires qui deviennent trop gros. En fait, il y a cette rapidité d'exécution, cette flexibilité et ce côté monoproduit qui répond à un besoin de marché qui peut être dénaturé. Et donc, cette alliance entre un petit et un plus grand est souvent une alchimie qui fonctionne très bien. Donc, je rejoins tes propos, Thierry. C'est vraiment une façon d'accéder rapidement à des solutions via ces startups et ces petits partenaires. Quels sont les technos sur lesquels vous investissez respectivement actuellement ? Où est-ce qu'on va trouver l'innovation logistique demain ? Est-ce que ce sera plutôt sur le packaging ? Est-ce que ce sera sur la livraison avec, on avait parlé de drone à un moment donné. Est-ce que... Qui veut commencer ? Je peux démarrer. Alors, pour nous, l'intégralité de la chaîne de valeur de la supply chain, c'est-à-dire de la logistique et du transport, est concernée. Depuis l'innovation intra-logistique, le picking good to man, le put to light, des solutions vraiment qui ont vocation à améliorer les conditions de travail et à améliorer la performance en entrepôt, en passant par l'emballage et en passant par le transport. Par exemple, sur l'emballage, notre vocation est de réduire la consommation de matière, de réduire le vide dans les colis, de mieux remplir les camions, et sur le transport, d'avoir de la livraison verte, décarbonée, et quand tout cela est possible. Donc comment on investit dans ce sens-là ? Par exemple, on a investi dans un parc de 6 machines d'emballage en 3 dimensions. Comment fonctionnent ces emballages en 3 dimensions ? On a le tapis sur lequel on pose le ou les produits qui sont scannés. Et puis on a un emballage qui vient s'adapter exactement aux formes du contenu. Donc le contenant est adapté précisément au contenu. Ça permet de réduire significativement la consommation de matière. C'était l'an dernier, ça c'est ça ? Alors, la première machine a été investie en 2016 et hors de grandeur, une par an. Une par an. En hors de grandeur. Ok, vous êtes content du résultat ? Et on est très content du résultat. Le résultat, il est simple. C'est vraiment des actions concrètes avec des véritables résultats. C'est 30% d'économie de matière et 30% de vide en moins dans les colis. Ouais. En parallèle de ça, on vient remplir les camions en vrac. Donc ça veut dire qu'au lieu de remplir, donc on vient favoriser le remplissage des camions en vrac. Ça veut dire qu'on vient faire un Tetris dans le camion. Et ça permet d'améliorer le remplissage des camions. Donc par exemple, la réduction du vide dans les colis plus le remplissage des camions, ça permet de réduire de 40% le nombre de camions sur les routes. À ISO, nombre de colis, c'est absolument incroyable. Et sur la livraison, on investit également beaucoup. Eh bien, dans la livraison, il y a 2 enjeux. Le premier, c'est lorsqu'on se déplace, essayer de se déplacer en livraison décarbonée, en transport décarboné. Par exemple, c'est ce que l'on fait entre les 8 grandes villes françaises dans lesquelles on fait la livraison le jour même. On fait voyager nos marchandises dans les TGV. Oui. Et sur les livraisons, par exemple avec notre filiale CCV dont on reparlera plus tard, les livraisons réalisées à Paris et à Bordeaux sont intégralement réalisées en véhicules électriques. Et dernier volet qui intéresse également beaucoup But, c'est le fait de réduire la distance de livraison. Et dans ce cadre, on veut se rapprocher au plus proche des clients et donc on a un maillage de points relais. On a 24 000 points relais sur les petits produits et 600 points relais sur les gros produits. C'est un sujet qui, en effet, doit être un peu au cœur de vos, problèmes, préoccupations plutôt du moment. Un sujet que vous envisagez, comment aujourd'hui la livraison, est-ce qu'il faut être plus flexible, plus décarboné possible ? Est-ce qu'il faut être plus... quelle est la priorité pour vous ?
C'est d'offrir la plus large palette d'options de prise de possession. Je préfère appeler ça prise de possession que livraison, parce que la livraison est une dimension, mais il y a le retrait en point colis qui est une autre façon aussi. Parce que les clients ont des besoins. Il n'y a pas de client livraison domicile et de client retrait. Les besoins évoluent selon qu'on a accès à un véhicule ou pas, selon son contexte ou son temps à un moment donné. Et donc, c'est d'offrir le plus large choix entre la livraison peu chère au pied du camion, sous 15 jours, 3 semaines, et la livraison 2 heures le soir même, 18-22 heures ou à peu près, qui serait chère, et surtout le retrait, qui est vraiment une option facile. Ouais. Donc, et après, il faut laisser le client choisir et que tout soit exécuté le plus parfaitement possible. C'est là où c'est très difficile. Donc, dans les enjeux de techno, il y a des enjeux de traçabilité, de suivi temps réel du dernier kilomètre, de mesure des outils comme Urbans, des choses comme ça qui permettent de bien fluidifier le dernier morceau du parcours en confirmant la veille, puis 2 heures avant le créneau d'arrivée. Oui. De façon à ce que l'expérience client soit la plus fluide et la plus constante possible. Oui. Sachant que c'est un monde, la livraison ou le retrait, c'est un monde d'incertitude, d'angoisse, de temps perdu. Plus que jamais cette année. De temps perdu. Et c'est le dernier contact avec le client aussi. Mm-hmm. Et donc il est vachement important. Il y a aussi des enjeux de casse, il y a des enjeux de qualité d'emballage. Enfin bon, c'est vraiment une problématique très riche. C'est pas un personnel de la société qui est au dernier contact. Oui. C'est externaliser aussi, c'est s'entourer de partenaires, les choisir. Ouais. Deux questions. La première, elle concerne en effet vos clients. Qu'est-ce que cette année a révélé comme peut-être nouvelles attentes? Comment est-ce que vous avez pu observer des changements ou pas? Et la deuxième question, elle concerne justement les partenaires dont vous vous entourez et comment est-ce qu'on opère ces choix finalement très stratégiques aujourd'hui? Les attentes des clients, Covid ou les confinements ont accéléré des tendances qui étaient déjà là, c'est un lieu commun que de le dire. Et dans la boîte, dans le genre de but, ont vraiment mis le doigt sur la relation client à distance. Mmh. C'est des sociétés qui ont une grosse expérience et une grosse culture de contact physique humain en magasin, mais qui ne sont pas les mieux outillés du monde pour faire de la bonne relation à distance. Or, le e-commerce, même pré-Covid, de toute façon l'impose. Les confinements où on a laissé le e-commerce ouvert, et il a cru et embelli, c'est très bien comporté, accentue ça aussi. Donc fluidifier la relation client, donc ça c'est des outils, c'est de la formation, c'est de la donnée, c'est ouais. beaucoup de données. Ouais. C'est ça le point le plus fondamental dans un contexte où, quand on vend de l'encombrant, on vend pas du textile, on vend pas du t-shirt à 15 € qui est en format postal, on vend des produits à 200, 300, 500, 1000, 1500 €. Donc de toute façon, la phase d'étude en ligne, elle est importante. Ce que je veux dire, c'est qu'on est déjà dans des parcours qui sont fondamentalement cross-canaux. Oui. Là, on a travaillé en plus le retrait sur rendez-vous, la livraison sur rendez-vous, de façon à améliorer encore l'expérience de prise de possession. Le paiement des soldes à distance aussi. Oui. Donc c'est tous ces sujets-là de fluidification des derniers morceaux du parcours d'achat. Ok. Et donner aux équipes en magasin la capacité et les outils pour bien gérer la relation à distance aussi. Oui. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore pas très longtemps. Non, James, non. Chez vous, ça donne quoi? Chez Cdiscount, en plus, c'est du multimarque. Donc, moi, je me permettrais tout d'abord une première remarque sur ce que tu précisais tout à l'heure. Tu disais c'est le dernier contact. Et dans le e-commerce, de notre point de vue, c'est le premier contact. Et donc ça, c'est fondamental aussi. Et donc ça veut dire que c'est ce premier contact physique, c'est le centre de gravité du parcours physique du client au moment du colis et du transport. Donc je voulais juste le premier et dernier, le seul. Donc c'est finalement le premier. Et puis après, il y a la continuité. Le client a la marchandise chez lui, il vient tester. Il y a plein de petits contacts derrière avec le produit. Mais avec la marque, c'est le moment de
rencontre. Et donc pour nous, c'est prioritaire là-dessus. Et donc effectivement, je suis aligné avec tout ce que je disais, mais je voulais reformuler ça selon le point de vue du e-commerçant que nous sommes. Et deuxième partie, c'est sur les tendances du e-commerce et tendances des consommateurs dans cette phase 2020-2021 très particulière. Alors effectivement, on a eu des priorités qui étaient business, c'est-à-dire de protéger nos salariés, de soutenir l'économie, puisqu'on a été, sur un segment qui était plutôt porteur, et d'accompagner les Français dans l'évolution de leurs besoins. Il y a eu une évolution de leurs besoins en termes de produits consommés, donc il a fallu aller chercher ces produits, les assortir, et puis il a fallu les transporter de la façon dont les clients le souhaitaient. Ouais. Et on a vu des évolutions de mode de consommation. Par exemple, il y a eu une bascule évidente, avec les points relais qui ont été fermés dans un premier temps, vers la livraison à domicile. Donc il a fallu s'adapter. La livraison à domicile a dû devenir sans contact, donc il a fallu s'adapter. Et puis sur les modes de consommation et de rapidité, tu parlais tout à l'heure d'enjeux de rapidité, flexibilité, interactivité, responsabilité, et proposer cette multitude de possibilités aux clients, eh bien on a vu que l'évolution des modes de consommation express était plébiscitée. Et donc, on a dû s'adapter aussi par rapport à ça. Et autour de ça, je dirais que le e-commerce, de façon générale, c'est trois choses: le prix, le produit et le service. Et donc, il y a transaction si les trois sont réunis par rapport aux besoins et aux attentes des clients. Il n'y a pas un 4P à la base dans les cours de marketing, c'est très loin, mais... Ah, alors je sais pas oui, c'est quatrième. Alors je sais pas, il y en a probablement un quatrième qui pourrait commencer par un P. C'est dommage qu'environnement ne commence pas par un P. Oui, c'est ça. On doit pouvoir et donc la supply chain est au service de deux de ces trois éléments, c'est-à-dire la disponibilité du produit et la qualité de service, les attentes du client et la réponse aux attentes du client. Et tout ça est vraiment prioritaire pour la supply. Thierry, c'est tout ça, toutes ces nouvelles possibilités offertes aux clients, c'est aussi des coûts, des investissements qu'il faut hiérarchiser, dans lesquels il faut se retrouver. Comment est-ce qu'aujourd'hui, sur cette politique de prix, on fait pour placer le curseur au bon endroit ? Mais il y a c'est un grand classique du e-commerce et beaucoup de boîtes en sont mortes. Il y a deux stratégies possibles. Soit vous subventionnez à mort la livraison qui coûte cher, ou la prise de possession au sens large. C'est coûteux et ça mène souvent à un modèle qui n'est pas équilibré. Soit vous chargez aux clients ce que ça coûte ou vous subventionnez peu, et vous avez une palette de choix qui permettent quand même de répondre à ces besoins. Donc ça, pour moi, c'est une première réponse. Et après, c'est plutôt par la variété et le portefeuille d'options qu'on propose qu'on peut piloter ça, et en pricant de façon équilibrée ce qui est coûteux. Surtout quand on vend des produits encombrants ou lourds, le crédit et la prise de possession font partie aussi du choix. Il y a la qualité du produit, il y a son style et il y a son prix, mais il y a aussi la façon dont je le finance, parce que c'est cher, et la façon dont j'en prends possession. Donc il y a toujours pour moi ce sujet de bien jouer la multiplicité de palettes. Et je suis un fervent convaincu sur le retrait, qui économiquement coûte peu cher. But a la chance d'avoir 310 magasins, donc c'est un réseau très dense, qui sont tous des points de retrait encombrants. Donc on connaît tous les points relais qui sont adaptés au format postal, qui sont maintenant en dizaines de milliers de points. Mais on connaît peu le retrait pour l'encombrant. On pense directement et fondamentalement à la livraison à domicile. Parce qu'il faut porter le canapé après quand même. Oui, mais il faut faire attention à l'ego-marketing des Parisiens que nous sommes. Et la majorité des gens en France habitent dans des maisons de plein pied, dans des zones rurales où ils ont une voiture, ils ont accès à la camionnette du voisin, au tracteur du cousin. Et donc le retrait n'est pas si compliqué que ça pour une grande majorité de Français. Et n'a que des avantages par rapport à la livraison. Je dis souvent que la livraison, c'est fondamentalement une douleur. La livraison que les gens veulent, c'est créneau de 2 heures, le soir ou le matin ou le week-end, et gratuite. Oui, tous les mêmes, bien sûr. Voilà. Et donc celle-là, elle est peu accessible en fait. Dans la réalité, en proportion des cas, elle est peu accessible. Et elle est très coûteuse, soit pour le client s'il la paye, soit pour le retailer s'il la subventionne. Le retrait, c'est de la livraison groupée point à point, donc c'est structurellement beaucoup moins cher. Et c'est beaucoup de liberté pour le client, c'est quand il veut, c'est lui qui s'organise. Ça peut être le soir, ça peut être le week-end.
Donc on s'est énormément appuyé sur nos 310 magasins. Ouais. Ça représente une grosse partie des choix donc, comment dites-vous, prise de possession. Ouais, l'immense majorité. C'est une spécificité culturelle française. Alors oui, je crois que c'est en France que le retrait est le plus développé, de loin. Je crois que c'est pratiquement 60% des livraisons B2C maintenant, essentiellement sur du format postal. Ouais. Ça reste un mystère pour moi pourquoi ça n'a pas pris autant dans les autres pays, mais je crois que c'est en train de... Et Covid a sans doute changé les choses. Ouais. Les Américains ont découvert ce qu'ils appellent le curbside delivery, qui est en fait le retrait près du magasin, enfin, sur le trottoir du magasin, qui est l'équivalent du retrait. Parce que ça a énormément d'avantages, tant en termes de modèle économique qu'en termes de praticité et de qualité de service pour le client. James, vous êtes d'accord ? Complètement aligné. Cette flexibilité que l'on apporte aux clients, l'ouverture du point relais, il se présente quand il le souhaite. Et effectivement, il y a même dans certains cas où on vient apporter une expérience utilisateur, et notamment dans le cadre des points relais des produits volumineux et encombrants. Via notre accélérateur de start-up, on a eu l'occasion de rencontrer Agricoli, qu'on a accéléré en 2019. Et Agricoli a pour vocation d'apporter une solution de point relais dans des exploitations agricoles. Donc ça veut dire qu'on vient apporter une rémunération à l'agriculteur, on vient se rapprocher des zones rurales dont parlait également Thierry, dans lesquelles il n'y avait pas forcément ces offres, et on vient apporter une vraie expérience de vie dans ces exploitations agricoles et qui sont vraiment un partenariat gagnant, y compris pour la planète, puisque ça permet de limiter la distance parcourue et de faire du flux massifié qui arrive dans ces zones rurales. Ouais. Donc globalement, sur les tendances, sur le côté très plébiscité de ce mode de livraison, que ce soit sur les petits ou sur les gros, complètement aligné, et sur la fameuse spécificité française, oui, c'est quelque chose qu'on observe en France et auquel Cdiscount, via son adossement au groupe Casino, a participé au cours des 20 dernières années avec la création de points relais au sein des magasins et puis progressivement via CCV. CCV qui est notre filiale dédiée, c'est chez vous exactement, qui est dédiée au transport des produits volumineux et encombrants, dont Thierry et moi pouvons parler. J'ai cru voir dans LSA qu'il était affaire de partenariat entre vos deux sociétés. Ben oui, on commence dans ce but d'étendre encore notre maillage du territoire. On ouvre 150 points de retrait encombrants avec C'est chez vous dans 15 jours, 3 semaines à peu près. Une idée qui est née à One to One Monaco en 2019, bien sûr. Peut-être. On a probablement échangé, notamment lors d'un des one-to-one Monaco. Mais je dirais que donc cet axe-là, pour nous, c'est véritablement une priorité. En fait, ce qu'on observe, et c'est ce que disait tout à l'heure Brice Rocher également, c'est pour nous, l'enjeu, c'est la digitalisation. Et quand il parlait de digitalisation, il disait, je mets le e-commerce, le social selling, etc. Et la digitalisation pour les retailers, ça passe par faire confiance à des partenaires 3PL experts du e-commerce. Et dans ce cadre, ce que C-Logistics, la filiale de Cdiscount dédiée au 3PL e-commerce, fait, c'est qu'on a choisi de mettre à disposition de notre écosystème, dans le cadre de partenariats, de partenariats forts avec des partenaires, But est le premier partenaire de cette grande dynamique, de proposer ces prestations très qualifiées qui mêlent de la tech, c'est-à-dire des entrepôts innovants et de la livraison optimisée avec des modes, une quinzaine de modes de livraison adaptés aux besoins des clients, et un enjeu responsabilité, un enjeu vraiment environnemental et sociétal. Et tout ça, c'est vraiment pour nous la vocation des années à venir, c'est-à-dire de proposer cette solution 3PL à des partenaires retailers. D'accord. N'hésitez pas à nous faire part aussi de vos problématiques sur le sujet si vous avez des questions pour Thierry ou pour James. Dernière peut-être... Alors je me permets juste peut-être de dire, effectivement, Thierry me soufflait que 3PL n'était pas forcément quelque chose qui était connu par tous. 3PL, c'est l'acronyme de Third Party Logistics, ça veut dire un prestataire logistique et transport à qui on confierait sa supply chain. On a fait les 3P, on fait 3PL, on a fait CCV. C'est un monde d'acronymes. Juste un dernier mot sur le paiement, parce qu'on n'en a pas parlé, et on le disait en introduction avec Marc de la BNP, c'est assez stratégique aussi. Est-ce que comme pour la livraison, aujourd'hui, il convient d'offrir le plus grand nombre de possibles? Même sujet. D'abord parce qu'il y a des modes de paiement qui sont plus fluides que d'autres.
L'authentification est vraiment un sujet, donc en utilisant certains canaux de paiement, elle est nativement intégrée, et donc elle est plus fluide. Ça se relie aussi avec le financement, le crédit. Donc c'est tous les sujets de paiement 3 fois, 4 fois, qui sur des paniers importants sont vraiment cruciaux, un lift en conversion. Ouais. Et c'est aussi l'intégration du crédit dans les tunnels de paiement, avec les prescoring ou avec l'identification des gens, des clients qui ont déjà une carte de crédit. Mais c'est là où on perd, c'est là où on a le meilleur ROI quand on arrive à décoincer quelque chose ou à améliorer quelque chose, parce on n'en a pas forcément conscience, mais on perd énormément de gens au moment du paiement, parce qu'il y a une latence, parce qu'il manque une info. Bien sûr. Donc tout ce qui fluidifie ça, c'est apprendre, et ça revient en partie par une multiplicité, encore une fois, de moyens de paiement bien intégrés. Merci beaucoup à tous les deux. On a commencé à parler de partenariat et on va continuer puisque notre prochain sujet, ce sera les partenariats justement entre les fournisseurs de solutions pour la valeur ajoutée commerciale des retailers. Merci d'avoir été avec nous ce matin. N'hésitez pas sur la plateforme à continuer à poser des questions à James et Thierry. On pourra leur en faire part. Ils pourront vous répondre. Et en sondage, nous avions aujourd'hui posé une question, enfin vous l'avez découvert sur vos écrans puisque je ne vous l'ai pas posée, qui était la mise en œuvre de votre politique environnementale et 100% sont en voie de développement. Bon, sur 2 votes, cela dit, c'est pas très représentatif. Il faut quand même que vous participiez pour qu'on puisse avoir des sondages qui valent la peine d'être partagés, s'il vous plaît, parce que sinon on se sent seul, même si on est bien tous les 3. Merci encore une fois. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à vous. À bientôt.